Bonjour à tous et bienvenue pour cette première discussion avec des anciens. On est très heureux de vous accueillir pour une série qui va se répéter plusieurs fois dans l'année. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes incroyables avec qui j'ai eu la chance d'être moi-même à l'école à l'époque. Alors nous avons Léopold Billard qui nous a rejoint et qui est actuellement à New York. Salut mon Léo. Et Bastien Grisolet qui lui aussi est à New York en direct avec nous ce matin. Salut mon Bastien. Bonjour Léopold. Alors, Léo et Bastien sont tous les deux dans l'univers de la créa. Léo travaille chez McCann à New York et Bastien travaille chez Droga. Je vais les laisser se présenter parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux que de les entendre pour comprendre un petit peu leur parcours qui est, à mes yeux, extrêmement inspirant. Et donc, je vais commencer avec toi, mon Léo. Que tu nous racontes un peu l'école, comment tu as commencé et puis comment tu es arrivé chez McCann, en fait. Cool, merci. Déjà, il faut que je le dise, je vais peut-être pas être bon. Je n'ai pas l'habitude de me vendre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Généralement, c'est quand tu changes de boulot, que tu fais des speeches comme ça et que tu racontes un peu ta carrière. Je n'ai pas changé de boulot depuis 5 ans, du coup, je suis un petit peu rouillé. Ouais. T'inquiète, on va t'aider avec Bast. On va te lancer un petit peu. On sait d'où tu viens. Alors déjà, tu as commencé à Nantes. Hein. Déjà, ça, on le sait. On sait que tu es de là-bas. Voilà, monsieur. Je commence avant l'école ou non? Je commence. Ouais, non, tu es arrivé à l'école, donc tu as fait tes études, à Nantes. Et après, tu arrives en SP1 à l'école. Ouais, arrivé SP1 à 18 ans. Et j'ai fait un pro. Je suis pas resté très longtemps. Mais d'ailleurs, je voulais faire les 4-5 ans. Et je me suis retrouvé à commencer au BTS, que j'ai adoré d'ailleurs. Et ça s'est super bien passé. La première année, d'ailleurs, je me suis inscrit, ou je ne suis pas inscrit, mais je fais partie du BDE. Et c'est pareil, ça m'a plu, ça. Et la deuxième année, je me suis retrouvé président, avec Julien d'ailleurs, et d'autres. Et ça, c'était un souvenir incroyable. Les soirées qu'on a organisées, les voyages au ski. Donc tout ça, ça n'a aucun rapport avec le boulot. Non, ça n'a aucun rapport, mais c'est comme ça en fait qu'on a commencé tous les trois à se connaître parce qu'évidemment, on était au bureau des étudiants, donc qui est évidemment un pilier au sein de l'école et c'est très important, mais on était ensemble tous les trois à ce moment-là. C'est là qu'on s'est rencontrés vraiment. Ouais, et c'est surtout, c'est comme ça que je me suis fait tous mes potes d'ailleurs. Et en étant pote avec vous, vous étiez tous en SP3, SP4. Ça, c'est aussi un super souvenir. J'ai réussi à m'incruster dans les compétitions. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans l'école. Après, moi, je suis pas trop mauvais à l'école en général, mais ce qui me plaisait vraiment, c'était les actions professionnelles. Je voulais bosser le plus rapidement possible. Et l'idée des compètes avec vous, ouais, ça c'était vraiment cool. Du coup, je pense que beaucoup d'étudiants ont ce souvenir des compétitions parce que les compétitions, c'est vraiment cette fois où on se frotte au monde professionnel. Je pense que c'est pareil pour toi, Bast. Les compètes, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et c'est là où en fait on a créé tous ces liens, quoi. Oui, le BDE, mais après voilà, c'est ces moments où on présente aux autres étudiants, on est sur scène, show must go on. Et Bastien étant le showman qu'il est, micro à la main, c'était plutôt excitant. Mais après l'école, tu as attaqué direct chez TB, chez TBWA, pardon. Et d'ailleurs, ça, je peux le faire assez rapide, mais tu me dis d'ailleurs. Hein. Mais ouais, j'ai fait mes 2 ans de BTS et j'ai chopé un stage de 6 mois chez TB. Et ça, c'était incroyable. C'était vraiment le bon moment aussi. J'ai trouvé des mentors incroyables. D'ailleurs, j'ai commencé à bosser pour un des boss pour lequel Bastou a bossé aussi, Eric Vervrogen. Et ça m'a vraiment appris énormément de choses au niveau art direction.
Euh, et ouais, j'ai trouvé tous mes mentors. J'ai bossé là-bas pendant 2 ans. C'est incroyable ce que j'ai pu apprendre. Et ouais, j'ai bossé sur des marques comme PlayStation, WWF, AIDS. Et j'ai bossé, mais comme un malade, comme pour tout le monde, hein. C'est ça, en fait, c'est ça la leçon, c'est quand tu commences, quand tu es un junior, euh, bah, tu bosses comme un chien. Et c'est comme ça que tu apprends. Et ça dure assez longtemps d'ailleurs, mais Tu bosses comme un chien, mais en attendant, tu travailles sur des marques incroyables. T'as eu des prix pour les campagnes sur lesquelles tu as bossé. T'es pas resté, tu vois, à attendre. T'as délivré des campagnes incroyables qui ont ah oui, gagné. oui. Ah, C'était et puis Lyon. j'en ai vraiment un bon souvenir en plus. Enfin, c'est pareil, les potes que je me suis fait dans cette agence, c'est pour la vie aussi, parce que tu te retrouves un peu à vivre avec des gens. Tu sais, tu bosses vraiment. Ça arrive, tu as des moments, tu bosses sur des campagnes ou des projets, tu peux bosser 4 semaines, week-ends d'affilée. Et c'est, ça a peut-être changé, mais pareil, on a tous dormi à l'agence plusieurs nuits. Enfin bon, c'est des beaux souvenirs. Et de là, tu pars au Canada après ça? Ouais, donc je reste 2 ans. Et déjà, moi, j'ai toujours voulu aller à l'étranger. Et c'est aussi un truc qui est énorme quand tu es créatif, surtout si tu es directeur artistique, tu peux bosser n'importe où dans le monde, en fait. Si tu es rédac, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, ça, c'était. Ouais. Et bref, j'étais en voyage à Montréal. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller faire des interviews. Et puis, ça s'est passé hyper rapidement, en fait. J'ai chopé un boulot chez Sidley Montréal. Et j'ai bossé là-bas pendant un an sur des campagnes Ubisoft pour des jeux vidéo. J'ai toujours joué au hockey, du coup c'était le paradis. Euh, Tu vois, le réveil le samedi matin, aller jouer sur les lacs, voilà, ça c'était fait. Euh, mais après, ouais, j'ai toujours voulu. C'était un petit peu ma porte d'entrée vers les États-Unis. Et c'est pareil, c'est pas que j'avais la bougeotte, mais je voulais vraiment aller aux États-Unis. Et pareil, tout s'est beaucoup fait sur Skype d'ailleurs. Parce que j'ai chopé mon boulot, tous les interviews que j'ai fait avec Sidley Montréal, ça se faisait sur Skype parce que j'étais retourné en France. Le boulot que j'ai chopé à San Francisco, c'était pareil. Et là, c'était vraiment un coup de. Ça, je me rappellerai toujours, j'étais jamais allé à San Francisco. J'avais entendu parler d'une boîte qui s'appelle Cutwater, qui avait fait des super campagnes pour Adidas, pour Ray-Ban, pour Persol, entre autres. Et bref, j'ai réussi à avoir une interview sur Skype et ils m'ont proposé un boulot. Et j'ai dit oui. Et je n'étais jamais allé à San Francisco. Je me suis dit pourquoi pas. Et de toute façon, c'était dur de se tromper. Enfin, c'est quand même une ville incroyable. Et je suis arrivé là-bas le 26 décembre. J'avais une semaine pour m'installer. Et c'était incroyable. Je suis tombé amoureux de cette ville. Et c'est aussi là que j'ai rencontré ma femme. Du coup, c'était un bon move. Et en fait, je pense que tous les trois, on a adoré San Francisco parce que Bastien aussi a été à San Francisco et il va nous en parler dans quelques instants. Et puis moi, j'ai bossé aussi à San Francisco, donc c'est vrai que c'est une ville où on sait de ce qu'on a pu voir à la télé ou de ce qu'on en a entendu dire, c'est une ville où il fait bon vivre et tu te dis, je me verrais bien à San Francisco, hein. Et après de San Francisco, tu bouges à Los Angeles. Non, New York après. New Et York? d'ailleurs, c'est la petite anecdote. Ça, c'est j'avais pas prévu de partir d'ailleurs, parce que ça se passait hyper bien. Je bossais sur des campagnes Persol et des jeux vidéo Ubisoft. Et je voyageais pas mal d'ailleurs pour Persol. On faisait des campagnes avec des artistes dans le monde entier. Et en fait, on a perdu un de nos plus gros clients. C'était une petite boîte, tu vois, de 60 personnes. Et le gros client, c'était Luxottica, donc c'est Ray-Ban, Persol et autres. Et ils ont dû fermer le shop, en fait. Moi, j'étais sous un visa. Et donc, ils ont fermé la porte. Ça faisait un an. Et là, j'ai eu un petit coup de oula, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on n'a que 2 semaines pour retrouver un boulot, tu vois, sous visa. Sinon, on est sorti. Enfin, bon, ça, c'est peut-être une légende, mais j'ai eu de la chance. J'ai retrouvé un autre boulot rapidement, ouais, en 10 jours. J'ai eu une offre d'une agence qui me faisait toujours rêver à New York, qui s'appelle BBH. Et c'est là que j'ai fait le move, ouais. Et ça s'est super bien passé. C'était vraiment bah, sur le moment, ça fait chier. Et puis, tu te retrouves à avoir une meilleure opportunité. Et je suis à New York depuis. Ouais. Et donc BBH, Mother
et maintenant McCann. Ouais. Et voilà, on est aujourd'hui chez McCann depuis combien de temps ça fait maintenant? 4 ans? Ça fait 5 ans, ouais. Et c'est le plus long parce que j'avais fait 3 ans à BBH, 2 ans à Mother et ouais, 5 ans maintenant à 5 ans McCann. chez McCann. Voilà un super parcours, voilà, hyper inspirant de comment tu es arrivé aujourd'hui à New York pour McCann. Mais tout aussi inspirant que monsieur Bastien. Euh, alors, mon petit Bastou, parle-nous un peu de toi depuis l'école. Bah, en fait, le truc qui est marrant, je trouve, c'est que au final, mon parcours, il est assez, c'est celui de Léo, mais de genre 2 ans après, quoi. C'est toujours un petit peu imbriqué l'un dans l'autre. C'est assez marrant. Mais on a Euh, été inspiré par Léo parce que c'est le premier de nous trois à être parti. Léo, c'est Non, le ça- premier qui est parti au Canada. On était encore en France ensemble et on était encore à l'école même parce que quand Léo il a eu cette opportunité au Canada et on l'a vu partir. Et je sais qu'il y a les copains qui ont été te rendre visite, qui avaient passé des vacances chez toi, mon Léo, et de se dire ah, mais pourquoi on partirait pas à l'étranger finalement ça peut le faire quoi. Regarde Léo, il a bien réussi, il a tenté et ça marche, quoi. Tout à fait. Donc, toi, mon Bastou, tu arrives à l'école en SP1. Ouais, Est-ce que ça- je suis arrivé en première année en SP1. Euh, bah, incroyable de découvrir un peu ce monde-là. Moi, je viens pas forcément d'un background où on connaît le monde de la publicité ou du marketing ou, euh, ou tout ce genre de choses. Donc, ça a été un peu une grande découverte. Et puis, je suis tombé amoureux assez rapidement en fait, de ce métier-là. Je trouvais ça assez incroyable qu'on puisse, tu vois, faire ce métier, enfin, d'être payé pour venir avec des idées, faire des belles choses et des films et des illustrations et des prints. Je trouvais ça assez incroyable. Donc, je me suis un peu mis dedans, là, enfin, un peu intensément mis dedans, quoi. Et, euh, et puis ça c'est toujours resté en tout cas, quoi. Donc c'est un peu le truc qui a fait que j'ai pris un job assez rapidement au final, en parallèle de l'école par exemple, milieu de deuxième année et pendant SPCOM. Donc j'étais chez Publicis Conseil plus ou moins en même temps que je finissais mon BTS et ma licence, qui a été une sorte d'introduction un peu progressive au monde de la pub et à bosser avec des grands créatifs. À cette époque-là, Publicis Conseil, c'était un peu la meilleure agence de Paris, quoi. Euh, donc, euh, donc j'ai eu la chance de bosser avec plein de créatifs super talentueux et tout qui m'ont présenté un peu le métier, montré comment travailler, montré comment on présente une idée, comment on la développe, comment on la vend à un client, tout ce genre de choses-là. Ce qui a fait que quand je suis arrivé, en fait, ils m'ont proposé un stage, forcément, après ma troisième année directement. Euh, Chance inouïe, vu que c'était la crise mondiale, genre de malade mental, c'est en 2008 ou 2009, je crois. Il n'y avait pas un seul job, même enfin, pas un seul stage, c'était un peu sec, quoi. Du coup, bah, ouais, cul bord des nouilles, il me propose, il me propose un stage, un CDD direct après. Euh, Ensuite, il s'est passé quoi? Ensuite, je suis parti de chez Publicis Conseil, en fait. Je Voilà, suis t'es parti de parti. chez Publicis Conseil parce qu'il me proposait un CDD sur des marques sur lesquelles je ne me sentais pas de bosser. C'était principalement de la beauté et beaucoup de voitures, enfin, Renault, Orange. C'était soit très corpo, alors soit des voies de garage, comme, voilà, comme la beauté, ce genre de choses-là. Et ça me disait absolument pas de passer mes journées à faire ce genre de trucs-là. Du coup, je suis parti. Et c'était un peu, un C'est là peu que le c'est là que tu pars à San Francisco? De là? Non, 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 ça c'était bien avant. Pendant 1 an et demi, j'ai fait un peu du freelance, j'ai un peu vivoté par-ci par-là voilà, pour payer le loyer, tout ce genre de choses. Et ensuite, Rémi Aboukra, un ancien de Sud de Pub, Promo qui 2008, Rémi Aboukrat, le président du PDE. Aboukrat? exactement, Ouais. qui m'avait déjà aidé à avoir en fait mon premier stage, euh, me dit il y a peut-être un truc chez Publicisnet à l'époque. Euh, je te rencadre, passe l'entretien et tu verras. Et en fait, le jour où je passe mon entretien, c'est le jour où ils annoncent la fusion entre Publicisnet et Marcel. Donc c'est un peu le foutoir, il y a absolument besoin de beaucoup de gens, donc ils m'embauchent. Je suis arrivé un peu. C'est un peu le mauvais endroit au mauvais moment, dans le sens où quand tu as une fusion qui arrive et que t'as deux agences qui fusionnent, deux cultures qui fusionnent, c'est quand tu te retrouves, quand tu appartiens ni à l'un ni à l'autre, tu as un peu le cul entre deux chaises. On sait pas trop où te foutre. Du coup, tu es un peu à toi de décider ce que tu veux faire de tes journées quand tu arrives, quoi. Tu vois.
Du coup, ça a été un petit peu une bataille pendant 1 an, je dirais, quoi, de trouver sa place et tout ça. Et Véronique Sels, qui était directrice de création de Marcel à l'époque, m'a pris sous son aile, qui était la mentor de Léo, d'ailleurs, chez TVWA. Donc j'ai commencé à travailler avec elle. Et en gros, il y avait un job. Elle était en charge de faire des prix pour l'agence. Parfois, il y a des directeurs de création qui sont en charge de développer des campagnes qui vont être la vitrine d'une agence, montrer à quel point ils sont créatifs, de briller dans les festivals, tout ce genre de choses-là. Et du coup, moi, mon job, c'était en fait de faire des campagnes qui gagnent des prix, quoi. J'en mets, donc c'était un peu le job parfait. Euh, Comme Léo le dit, hein, après, c'est tard le soir, c'est des week-ends, tout ce genre de choses. Euh, En tout cas, en faisant ça, du coup, ça me permis de faire un portfolio de qualité hyper rapidement. Et Eric Verbruggen, qui était donc le directeur de création de TV2 à Paris, se fait débaucher de chez Gulby Silverstein à San Francisco pour reprendre le réseau Publicis. Étant un grand ami de Véronique Sels, Véronique Sels me propose de bosser avec lui sur Luxottica, que l'agence de Léo vient de perdre. Et donc, lui, il est en charge de Ray-Ban. Donc en fait, si Léo a perdu son job à un moment donné, c'est un peu à cause de toi, quoi. C'est en fait, c'est Moi, ça que vous avouez aujourd'hui. j'en ai, par respect par mon pote, j'en ai profité, j'ai fait ça bien, tu vois. Ouais, non, bon, après, autant que ça reste en famille. Mais Ah, Bah, c'était c'est un marrant, peu ça. pour l'anecdote, j'étais à Milan pour un tournage pour Persol et j'étais en même hôtel où Véronique Sels et les autres directeurs de création, stratèges et tout restaient. Et je les ai vus, je sais plus, c'était un matin, et j'avais pris le petit-déj avec Véronique que j'adore. Et c'est pareil, c'était marrant, tu vois. Mais je me souviens, elle m'avait posé la question, est-ce que ça t'intéresserait d'entrer en France? Et je m'étais toujours dit, mais absolument pas. Je viens d'arriver, j'adore ici, c'est pas possible, quoi. Mais ouais, on a vraiment enfin, professionnellement, c'est fou à quel point on était connectés avec Bastien. Mais on a vraiment eu les mêmes mentors. donc tu récupères le budget que Léo vient de perdre. C'est ça, mon Bastou, au final, Ray-Ban, plus Bah, particulièrement. Ah ouais, on me met dessus. Et à cette époque, je suis quand même assez junior. Et même si je bosse avec des gens qui sont des directeurs de création principalement. Enfin, je bosse pas pour un team, par exemple. Je suis pas assistant, ce genre de choses-là. Donc, j'ai comme la chance de bosser en direct avec les gens qui gèrent des agences, ce genre de choses. Donc, on me dit, bah ouais, peut-être propose des idées, machin et tout ça, ce que j'ai fait. Et Eric, voyant que j'étais assez volontaire, positif et que, voilà, hyper travailleur, quoi. Du coup, lui me prend sous son aile. Et puis on fait une première campagne Ray-Ban ensemble, qui gagne des Lions d'Or à Cannes. Et donc à partir de ce moment-là, il me dit, bah toi, tu es en charge de ce truc-là, en fait. Et pendant 4 ans, il m'a formé à devenir directeur artistique senior, ensuite directeur de création, sur Ray-Ban tous les jours. Et en parallèle de ça, lui étant Global Chief Creative Officer, donc je pense qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça en France, genre un directeur de création monde, quoi, qu'il est Voilà. en charge. En fait, c'est le directeur de création de toutes les agences du réseau Publicis dans le monde. Donc je l'aide aussi à développer un peu à produire, pas développer, à produire des campagnes pour Publicis Singapour, pour Publicis machin. Et donc le truc qui est cool, c'est que tu bosses avec tout un panel de créatifs dans le monde entier, différentes façons de bosser, différentes tailles de clients et tout. Mais encore une fois, c'est pour faire des prix, enfin, en tout cas pour nous faire monter Publicis dans les rankings créatifs des festivals, quoi. Donc juste à ce moment-là, en fait, moi, si tu veux, je suis un peu dans un paradis pour créatif où en fait tu vas au bureau pour on te demande vraiment de faire du travail excellent, quoi. Pas de relation client, pas de, tu vois, gestion de, je sais pas, 15 personnes sur des trucs super compliqués, ou faire des strats et des decks et des machins. Moi j'arrive, je donne des idées, je les produis, ça part à Cannes, ça part à une show, ça part au Dinedi, enfin tu vois, genre c'était vraiment le paradis, quoi. Et forcément, il y a un moment où les choses doivent un peu changer, Tu vas évoluer. doivent un peu évoluer. Donc Eric, il décide de repartir Enfin, il habitait encore à San Francisco à l'époque. Donc lui, il avait très envie de repartir là-bas parce qu'il passait en fait 0 temps chez lui, si tu veux. Et il dit, bah écoute, moi je repars à San Francisco, j'aimerais bien que tu viennes avec moi, puis on ouvre une toute petite cellule, tu continues à bosser pour Marcel et pour Publicis et tout ça, c'est juste qu'on sera basé à San Francisco.
Et du coup, à l'époque, moi, je travaillais et j'étais en relation intime avec, euh, avec Marjorie, qui était une avec qui je travaillais. Du coup, je dis, bah, ok, moi, je pars, mais pas avec moi. Du coup, il dit, ok, pas de souci, deal. On est parti genre un mois et demi après. Aucun de nous deux n'y avait jamais été, en fait. Et du coup, on arrive à l'aéroport comme ça, on sait pas trop où on va, si tu veux. Et on dit, ok, bon, bah, on a déménagé aux États-Unis, c'est bon, c'est fait, quoi. Et franchement, au total, je suis resté 10 mois à San Francisco. Sauf qu'au bout du 4e mois, je reviens à Paris pour une production et Charles-Georges Picot, qui est le CEO de Marcel, me dit alors, t'es content à propos de New York? Je dis comment ça? Je dis bah ouais, t'es pas au courant, tu déménages à New York. Et, euh, et donc, après 4 mois où tu traverses la moitié du globe quand même pour être installé dans une ville que tu connais pas, que tu as commencé à connaître, à apprécier, à trouver une maison, à s'installer, tu vois, un peu se faire à l'idée d'être loin, etc. Bah, tu dois te mettre dans la tête que tu vas déménager dans 6 mois, quoi. Et du coup, on est parti, on est resté 10 mois, on a déménagé à New York, toujours pour Publicis. Euh, c'est déménager autant et de bosser comme ça, de changer de structure autant, tu perds l'énergie créative que tu as. Et tu perds un peu le flow de ta carrière aussi, forcément. Parce que déménager, c'est pas juste, bon, bah, je vais habiter quelque part d'autre, quoi. Tu vas bosser avec des gens qui parlent pas ta langue, tu vas bosser avec des gens qui n'ont pas ta culture, qui n'ont pas ton histoire de la pub, qui ne partagent pas tes goûts. Et vu qu'on fait un métier quand même extrêmement subjectif, quand moi je dis ça c'est joli, le mec, pour lui, c'est pas joli, en fait. Quand on dit que le bleu, je sais pas, ça calme en France, ici ils disent que non. Enfin, tu vois, c'est des trucs genre assez. Ouais, il faut te réadapter un petit peu à leur manière de bosser, quoi, à chaque fois. Voilà. Donc tu perds un peu, tu vois, tu perds un peu le power, tu perds un peu le flow que tu as, tu perds un peu le momentum en fait, quoi, tu vois. Il faut vraiment se mettre dans la tête que tu repars from scratch. C'est pas forcément une progression, c'est pas une promotion que de déménager de Paris à l'étranger ou dans une agence internationale, ce genre de choses. Il faut bien se mettre dans la tête si tu recommences ta carrière à zéro, quoi. Et ça, à tout point de vue. Euh, et du coup, on a vu qu'on allait, enfin, ça allait en équipe, on a vu un peu que ça allait pas, tu vois, aller vachement plus loin que là où on était, Publicis. Et Chris Garbut, qui était, avec qui Léo a travaillé chez TBW à Paris, était le Chief Creative Officer de TBWA Chiat Day, qui est le TBWA des États-Unis. Enfin, le shop créatif de TBWA aux États-Unis, qui a un bureau à LA et un bureau à New York. Qui est un shop méga iconique ici. C'est Liclo qui l'a rendu connu. Ils ont fait les pubs Apple, par exemple, en 1984, la pub iPod. Voilà, c'est un peu tu vois, genre, c'est un peu l'agence en plus qui est hyper visuelle. La référence. Voilà. Et nous, on se dit, c'est un bon fit parce que tu vois, genre, c'est un truc assez. Ils aiment bien le travail que nous on fait. Culturellement, on pense que ça va passer, donc on l'attend, quoi. Et en fait, ça s'est super mal passé. parce que c'est TBWA à New York et pas à LA, et que New York c'est un autre délire, quoi. C'est ultra compétitif, ça va très vite, ça fait pas de cadeaux. T'as une chance, quoi. Ils te donnent pas le temps, en fait, pour, tu vois, genre vraiment toi venir t'adapter, montrer tes idées, mettre les gens autour de tes idées, tout ce genre de choses là. Et du coup, chance dans la malchance, j'en ai vraiment, enfin, pour être vraiment transparent et super, j'en ai vraiment plein le cul de ce job. Quand tu es directeur de création dans une agence comme Chayat à New York, en fait, tu fais rien à part faire des réunions. C'est-à-dire que tu es dans une salle toute la journée à regarder des decks de 60 pages, 80 pages, euh, juste de rien, en fait, tu vois. C'est ultra stratégique. Et vu que moi, je viens commencer, tu vois, genre vraiment juste à faire des idées, de la prod, machin et tout, c'est pas vraiment mon truc, quoi, tu vois, genre de me taper des réunions de 6 heures à parler de Comstrat et tout genre de trucs-là. Je m'en peigne le cul, comme tu disais dans le sud. Alors, comme on dit dans le sud de la France, évidemment. En fait, ce que tu veux dire de manière plus polie, c'est que bon, tu n'y vois pas franchement l'intérêt pour Ça, toi. tu le coupes. Donc ça, tu le coupes.
Je la refais Ouais, non, en version. on coupera au montage. Ouais, bah ouais, tu peux. Mais Donc, non, mais ouais, en fait, ça m'intéressait plus, si tu veux. Et j'ai un peu perdu le feu, quoi. Ça ne m'intéressait plus, en fait, ce que je faisais d'un coup. Je passais d'un truc qui était hyper passionnant, où tu bosses avec des gens qui sont talentueux, qui t'apprennent plein de choses. Tu vas partout, tu voyages partout dans le monde pour produire plein de trucs cool. Et c'est assez, tu vois, il y a un peu une énergie hyper positive. Et puis d'un coup, tu es dans un bureau à parler à des mecs de 60 piges, tu vois, genre, qui en fait, qui comprennent rien, puis qu'on n'en a rien à cirer, en fait, d'avoir une bonne idée ou de faire une bonne pub. Pour eux, ça veut rien dire, en fait, tu vois. C'était devenu juste trop gros, des trop grosses marques, des trop gros clients, des trop grosses. Enfin, tout était un peu genre. euh, tu vois, ouais, genre. c'était plus aligné avec ta vision, quoi. Ils avaient une vision vraiment différente qui collait pas à ton Ouais, profil. ça me fait juste. En fait, ouais, ça me fait juste plus plaisir, quoi. Voilà, c'est ça. Chance, enfin, malchance dans la chance, enfin, j'en sais rien si c'était une malchance ou une chance. Je pense que ça se voyait quand même, tu vois, genre que ça me faisait pas super plaisir de ce que je faisais. Puis en plus, tu vois, quand tu es quand t'es dans une situation où toi, ton job, tu veux le faire comme tu as envie de le faire et de faire des bonnes choses, du coup, tu fais toujours un peu le forcing pour mettre des meilleures idées. Et il y a une sorte de, tu vois, genre, de frustration qui se crée au bout du compte parce que les gens, tu les fais chier à vouloir faire des choses quand eux, ils n'ont pas envie, quoi, tu vois. Enfin bref. Du coup, l'agence perd Accenture, qui est le plus gros client. Accenture, c'est un, je sais pas si c'est connu en France ou quoi, c'est une boîte de consulting qui fait de la tech principalement. C'est une des plus grosses boîtes de tech dans le monde. Donc, c'est client de l'agence, c'est ça, on le perd. Il faut qu'ils fassent des layoffs. Donc, moi, je me fais licencier. J'ai un peu vu le truc venir, tu vois, genre à 3 km, je sais que ça va m'arriver. Euh, j'ai l'histoire de copains qui me disent putain, tu vas avoir 15 jours, fais attention, qu'il t'arrive pas ça, nanana. Donc je suis un peu briefé, tu vois, je suis un peu préparé au moment. Et donc un lundi matin, mon badge marche plus. On m'escorte dans une salle de réunion où il y a une personne des RH qui me dit Bastien, on va se séparer de toi, machin, nanana. À l'américaine, poulet. À Ah, l'américaine. ouais. Et là, ils ont une pile de dossiers. En fait, c'est une large table, c'est un peu bizarre. Il n'y a que elle et moi dans une salle, une grande salle de réunion. Et en fait, sur sa table, il y a plein de folders, quoi. Il y a plein De de dossier. dossiers, de plein de couleurs différentes. Et donc, elle commence tout à gauche, tu vois. Et moi, je me dis, elle, alors, elle va essayer, tu vois, de me proposer un peu le package de base, quoi, tu vois, c'est-à-dire, ils finissent ton mois de salaire. Enfin, ici, on est payé deux fois par mois, donc ils te filent la deuxième quinzaine du mois, par exemple. Et au bout de ton contrat s'interrompt au bout de ces 15 jours-là, donc tu as 15 jours ensuite pour sortir du territoire. Ce qui est hors de question. Ça fait 6 ans que je suis là, j'ai une vie, je n'ai pas envie de déménager, machin, et tout. Enfin, bref. Du coup, je me dis, bon, un peu le but, c'est un peu que je négocie. Jusque sur la droite. Qu'elle aille sur la droite, chercher les dossiers à droite. Moi, je veux le petit folder violet, quoi, tu vois, parce que bon, son truc orange, là, il me va pas du tout. Et donc, on passe 1 heure et demie comme ça à négocier, puis je pousse pour le truc. Et j'arrive à dealer un truc, au final, plutôt pas mal. J'ai 4 mois de salaire, je crois, garanti. Il m'interrompt le contrat au bout de 3 mois, ce qui me laisse 5 mois et demi, un peu pour, tu vois, et trouver un taf, Pour te retourner. et le signer, et qu'il me refasse un visa et tout. Donc, je suis assez cool, quoi, tu vois. Et, euh, et le truc qui est bien, du coup, d'avoir un peu ce luxe de temps, c'est que j'ai pu passer beaucoup d'entretiens dans plein de boîtes différentes. Donc déjà, j'ai été reçu, donc c'est cool. J'ai plein de gens qui m'ont aidé aussi, donc ça, c'était cool. Mais le truc qui a été vraiment bien, c'est que j'avais pas un peu la corde sur le cou, tu vois, et je me suis dit, bon, je rencontre plein de gens, vois un petit peu, et puis tu verras, de toute façon, fin de l'année, en plus, ça va être compliqué pour signer et tout, enfin bref. Et j'avais 3 choix. Deux dans des grosses boîtes comme TBWA, où le poste il aurait été assez similaire, c'est-à-dire être directeur de création sur des grandes marques de bagnoles ou ce genre de trucs là, ou des télécoms, tu vois, genre me remettre un peu dans le même truc, qu'un plus gros salaire. Ou alors, chez Droga 5, directeur artistique, euh, plus ou moins même salaire, un tout petit peu en dessous, 5 000 par an, en dessous, pas grand-chose, quoi. Et là, je me dis, genre, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon move de carrière. En termes, enfin, step down aux États-Unis, c'est un peu bizarre. Ici, ils sont assez à cheval sur les titres. Une fois que tu es creative director,
descendre de 3 rangs, c'est vraiment pas, a priori, le bon move à faire, en fait, tu vois. Après, les gens, ils pensent que tu as fait un burn-out, ils pensent que tu n'es pas capable, ils pensent, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ça peut être interprété Ouais, ça projette quelque chose d'assez négatif, tu ça vois. produit quelque chose d'assez négatif. Et du coup, je me pose un peu la question parce que moi, au bout du compte, j'ai toujours. Enfin, mon objectif, c'est pas de m'arrêter là. J'ai envie de. Tu vois. Enfin, j'ai des plans de carrière quand même, quoi, tu vois. Donc, mais je le prends en me disant, j'ai besoin juste voilà, de me retrouver dans un super bon contexte pour moi, pour être créatif, pour faire les choses que j'aime, bosser avec des gens qui sont plus forts que moi, trouver des mentors. euh, et puis voilà, partir un petit peu avec le fire, quoi. Et du coup, voilà, je suis chez Dorgafel depuis 1 an. Depuis 1 an. Alors, Bastou, tu parlais de campagnes qui ont gagné des prix, donc tu as parlé de Reban. Toi, mon Léo, tu as un peu des campagnes de référence comme ça qui ont marqué ta carrière. Alors, j'en connais certaines, mais je préfère que ce soit toi qui en parles parce que tu les connais 1000 fois mieux que moi. Mais vraiment des campagnes clés que tu as amenées à Cannes et qui, elles aussi, ont gagné des prix. Il y en a, c'est dur à choisir. C'est marrant parce que tu passes tellement de temps sur certaines campagnes et à la fin, souvent, t'en as marre. Tu vois, tu passes 1 an, 2 ans sur un truc et c'est dur d'y revenir, mais il y en a, il y en a une qui m'avait vraiment, enfin d'ailleurs qui avait duré assez longtemps. C'était une campagne pour Stella Artois chez Modern York. Ça avait duré 2 ans. Euh, et c'est vraiment le type de projet qui me fait le plus plaisir. C'était pour mettre en valeur le- c'est mon fils qui chante à côté. Ouais, Stella Artois voulait mettre en valeur le savoir-faire de leur marque, des verres surtout. Et du coup, on a créé une campagne avec un artiste c'est un musical craftsman, comme tu dis en anglais. C'est pareil, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Euh, c'est un artiste musical. Et bref, on l'a briefé pour créer des instruments, mais des vrais instruments assez fous d'ailleurs, assez gothiques, avec des centaines de verres qui fonctionnaient vraiment. Et donc, on a fait 4 instruments. On a créé tout un programme autour, en fait. On a fait des films sur la fabrication. On a fait une musique vidéo avec un groupe qui s'appelle Cold War Kids. On a créé un petit muséum qui était dans le Lower East Side pendant quelques semaines. Donc c'était vraiment un programme assez sympa. Et c'est le genre de programme moi, qui me plaît le plus, c'est que tu touches vraiment à tout. Et c'est pas la pub traditionnelle où tu travailles vraiment avec des artistes. Genre ce type qui a créé les instruments était incroyable, c'était un génie. Et souvent, c'est mes projets préférés, ouais, c'est quand tu bosses avec un artiste, des gens intéressants, tu vois. Euh, ça serait une de mes campagnes préférées. Après, sinon, depuis 2, 3 ans, je travaille pour les hôtels MGM. Et c'est pareil, ça n'a pas forcément fait de prix, mais j'ai fait plein de petits films avec des artistes, des acrobates. Genre, ça m'est arrivé une fois de rester 15 jours à Las Vegas pour faire un film avec les acrobates du Cirque du Soleil. Et puis ça, c'est un moment où tu oublies un petit peu ton boulot. D'un coup, tu fais autre chose, tu vois. C'est comme du reportage et tu travailles avec des gens vraiment exceptionnels. Ça te sort un petit peu de ta carrière et puis tu arrives à faire des petits films intéressants. Euh, et puis cette année, je passe vraiment en gros parce que tu vois, ça fait 13 ans que je bosse. C'est la règle en général, tu essaies de faire une super campagne par an, des fois plus, mais j'essaie de pas passer trop de temps à parler de mes campagnes. Mais cette année, c'était une année difficile forcément. Mais c'est pour te donner un exemple de campagnes différentes sur lesquelles tu peux bosser dans la pub. C'est ça, c'est bien quand ça bouge beaucoup. Cette année, c'était pour Mastercard. Une idée complètement différente. C'était l'idée, c'est que pour la communauté transgenre, tu peux pas changer ton nom sur une carte de crédit. Et c'est un programme qui s'appelle Mastercard True Name. Et c'est tout nouveau. Normalement, ça devrait inspirer un peu les autres banques aux États-Unis, peut-être dans le monde. Mais en gros, si tu es trans et tu veux changer, tu veux avoir ton nom de choix sur ta carte de crédit, c'est hyper compliqué. Ça prend 6 mois, 7 mois.
de litigation. Enfin, c'est assez chaud. Et c'est le genre de situation où tu peux te retrouver dans un magasin pour acheter, je sais pas, enfin, peu importe, et ton nom ne représente pas ton identité en fait. Et ça a créé des agressions, ça a créé du racisme, enfin, c'est assez compliqué. Et bref, ce programme, TrueName, fait que bah, tu peux choisir ton nom qui match ton identité. Donc ça, c'était un truc qu'on a d'ailleurs filmé une semaine avant toute la fermeture des productions à Los Angeles, c'était au mois d'avril l'an dernier. Et ça, enfin, après, moi, je ne travaille pas forcément pour les prix, enfin, pas en tout cas dans ma position, mais ça, c'est possible que ça, ça prenne pas mal de prix. Mais ouais, enfin, c'est pour te donner un exemple de campagne vraiment différente. Mais Alors, vraiment, je veux le dire, ce qui me plaît le plus, c'est, comme disait Bastien, c'est de travailler avec des gens. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu as des jours, enfin, tu as des semaines, tu vas bosser avec un réalisateur de long métrage, un photographe d'art ou des artistes incroyables. Sur ce point-là, on a vraiment de la chance. En fait, c'est ça, moi, qui me plaît le plus. alors, je sais que, bon, bah, de toute façon, quand on vous écoute parler, je sais que vous êtes passionné de tout ce qui est créa et vous êtes inspiré, comme tu le disais, Bas, tu vois, tu aimes bien travailler avec des gens qui sont au-dessus de toi, qui peuvent être tes mentors et te permettre de continuer d'avancer dans l'ensemble de tes campagnes. Et toi, mon Léo, là, tu viens de faire une référence à cette année qui a été un peu compliquée. Alors, c'est vrai que 2020, c'est une année compliquée pour tout le monde dans de nombreuses industries. L'industrie de l'entertainment, elle a été impactée énormément. Je suis dans cette industrie-là, donc je le vis au jour le jour. Mais quand on est un créatif au sens propre du terme, quand votre ADN, c'est vraiment de la créa, comment au jour le jour, en restant à la maison, parce que vous êtes tous les deux, vous avez bossé de la maison, hein, en étant à New York et moi à Los Angeles, je sais qu'on a été en lockdown. Euh, comment on reste inspiré, comment on reste créatif, euh, bien qu'on puisse plus sortir, plus voir personne, plus se nourrir de ce qui vous nourrit d'habitude. Comment vous vous réinventez, vous et je vais commencer avec toi, mon Bast. Comment tu as fait pour continuer chez Droga 5 à te dire, bah ouais, je vais trouver une nouvelle source d'inspiration. Bah, déjà, il y a cette agence-là, elle est faite pour que les créatifs ils soient au mieux ils soient au mieux, c'est-à-dire que tout est organisé, planifié, les choses qui se sont faites en dehors de ce qu'ils font pas d'habitude, quoi, des gens qui te checkent tous les jours, qui te demandent comment tu vas. Il y a des trucs qui se font, je sais pas, en ligne, genre des gens qui se regroupent faire du yoga le matin. Tu peux plus ou moins ménager tes plages horaires de travail, de schedule. Si t'as pas d'ordinateur, par exemple, ils t'en livrent un. Si ta connexion c'est de la merde, ils font installer un truc pour que t'aies pas de problème internet. Si t'as des enfants, ils font en sorte que tu vois, tu puisses avoir quelqu'un qui vienne, qui s'en occupe quand tu as besoin. Ce genre de choses-là. Donc déjà, d'être dans cette agence-là, déjà, il y a toute une partie tu vois, dans laquelle moi je me décharge parce qu'on prend soin de moi déjà de base, quoi. Ensuite, c'est clair que de bosser à distance et de pas avoir, tu vas pas être dans un bureau, dans une salle avec tes trucs collés sur le mur ou pas avoir des discussions en direct, ce genre de choses-là. C'est hyper compliqué, là. Il a fallu voir s'adapter, mais en même temps, je dirais que il y a eu tellement de boulot cette année et tellement de briefs tout le temps, et aussi tellement de complications, tu vois, dû au changement, tu vois, de contraintes de production, par exemple. Si tu vas produire un truc, tu peux plus le faire. Il faut que tu changes de plan. En fait, ça a tellement été intense cette année-là que t'as jamais, même si tu es tout seul, t'as pas downtime où t'es oh putain, merde, que je m'ennuie, qu'est-ce qui va se passer dans un mois et tout. En fait, t'as la tête dans le guidon toute l'année et c'est pile le moment où les marques, elles ont besoin des agences pour venir avec des solutions de business, pour faire des campagnes qui vont marcher, pour reproduire des choses qui ne peuvent pas se faire produire, ce genre de choses-là. Donc il y a le rythme aussi qui a permis, tu vois, genre, juste à rester dans un bon groove, quoi. Ouais, à rester dans le bain, tu t'es pas, les campagnes ne sont pas arrêtées en fait. Les annonceurs ont continué à venir vous chercher pour faire des campagnes et utiliser cet instant pour continuer à parler de leur marque et faire grandir leur notoriété. Bah, en fait, il y a certaines marques, parce que certains clients ont les moyens. Quand on fait la première campagne que j'ai faite chez Droga, c'était pour Facebook.
ils allaient sortir la campagne monde pour Facebook Inc. Donc c'est vraiment genre toutes les marques, enfin Facebook en tant que marque et toutes les marques qu'ils ont, Instagram, WhatsApp, ce genre de choses-là. Ils allaient sortir toute une campagne globale qui a déjà été produite, ça coûte 14 millions de dollars. Il y a le Covid qui arrive, ça part en lockdown. D'un coup, ton affichage, il sert à rien. D'un coup, même ton message, en fait, il est juste plus en ligne avec le monde, quoi. On dit, bah non, ça sort pas, on verra plus tard. On pose, par contre, il faut un truc pendant 15 jours. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu fais pour produire quelque chose pour le monde quand tu as 15 jours de production pour Facebook? Tu peux pas shooter nulle part, en fait, tu vois. Du coup, après, en fait, ça a été, et ça, c'est une sorte de bon, tu vois, genre, euh, symbole en termes de la façon dont ça s'est passé de bosser avec les clients cette année. C'est que tu as un plan, mais ton plan, il va pas se faire. Tu as intérêt à en avoir 4. Et puis, et au fur et à mesure, tu apprends en fait à comment tu fais pour produire quelque chose maintenant. Et là où on a eu de la chance, c'est qu'on a été, et encore une fois, je dis de la chance, c'est vraiment de la chance, quoi. Toujours eu le bon mode de production au bon moment qui a fait que toutes les campagnes qu'on a mis sur la table, qu'on a vendues, elles sont produites. Et en plus, elles ont marché. Et donc, quand tu as beaucoup de succès comme ça, quand ça fonctionne, le moral, il va bien aussi. Donc, ça, c'est cool. Après, on verra ce qui se passe cette année. Hein. Ça peut-être pas, tu vois. Je pense qu'il y a toujours un moment, de toute façon. Pas sûr que ça se décante cette année, mais en tout cas, voilà, tu as pu continuer. Et toi, mon Léo, alors je sais que tu as eu pas mal de changements cette année dans ta vie perso. Donc, il y a eu ce changement-là, plus, plus Covid. Comment tu gères tout ça pour arriver à continuer à rester tu vois, au top, tu vois, au top de ton game? Bah, ouais, comme le dit Julien, franchement, en ce moment, ça va, moi, super, parce que je suis en congé paternité, je peux pas me plaindre. Ouais, donc je suis arrêté de bosser depuis le 10 décembre. Et ouais, notre boîte, c'est pareil, comme disait Bastien, j'ai l'impression que c'est quand même un changement d'industrie, c'est que les boîtes se sont mises au goût du jour et sont devenues assez patientes et compréhensives, si je puis dire. C'est les gens ont des familles, les gens ont des trucs à gérer, donc ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, mis à part le fait que je sois en break pendant quelques mois, l'année d'avant, c'était compliqué parce que, comme Bastien disait la même chose, le boulot a explosé. En fait, c'était du management de crise et c'était assez nul d'ailleurs. Et moi, je suis directeur de création sur MGM Resort, tout a fermé, leurs budgets ont explosé, donc tout un tas de trucs a été annulé. C'était pas drôle, mais ouais, c'était énormément de boulot et de trucs pas top. Euh, mais vers la fin de l'année, vers le mois de septembre, les tournages ont repris. Donc, j'ai réussi à reproduire des campagnes, faire des trucs. C'était assez intéressant d'ailleurs de tout faire de la maison. Tu vois, on a fait une campagne avec d'ailleurs une légende de la boxe, Sugar Ray Leonard, un des top 10 tu vois, du monde. Pareil, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu le rencontrer. On l'a fait la campagne, tu vois, on s'est parlé au téléphone, comme ça, tout se faisait sur Teams. Donc c'est mieux que rien, mais c'était une production entière. On a fait tout de la maison, sauf le tournage, c'était fait à New York, j'ai pu y aller. Mais tu vois, l'editing, les effets spéciaux, tout de la maison. Donc c'est spécial et je pense que ça va être ça cette année encore. C'est chiant, mais c'est cool de. Ouais, mais on arrive à se réinventer, quoi. On arrive à trouver des solutions et Bien sûr. continuer à avancer dans les campagnes. Et ça, c'est ça qui est assez incroyable, c'est quoi ça, c'est vraiment une industrie qui, qui s'est révolutionnée un petit peu et ouais, ça continue d'avancer. Et du coup, ouais, le boulot, c'est vraiment pas arrêté. Et après, moi, je dis, même si on a eu des moments frustrants pendant l'année, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est mes petits trucs à côté. Et tu vois, Bastien, lui, il fait de la photo, moi, je fais des illustrations. C'est incroyable à quel point ça me fait du bien. Moi, j'ai besoin de produire un truc. Et je suis vraiment créatif, tu vois, même si voilà, j'ai un titre de directeur de création. Là où je suis plutôt comme vraiment un créatif senior, c'est qu'on est, peu importe ton titre, tu vends des trucs et tu les fais toi-même en fait. Et ça, moi, j'adore ça. Moi, j'ai toujours envie d'être créatif. Et du coup, bah, quand j'ai des moments frustrants, je fais des peintures, je fais des illustrations, je fais des posters de films. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de posters pour Julien chez Fox.
Tu vois, c'est un truc que je peux faire en une journée ou en une semaine, mais ça me fait plaisir. Et là, pour mon fils qui a 2 mois, j'ai fait tout un tas de peintures en acrylique. Ça me fait trop plaisir, tu vois. Peu importe ce que c'est, que ce soit une grande campagne, une peinture, une illustration, je produis un truc, je le fais, c'est tout ce qui compte. Et c'est et c'est marrant parce que bon, c'est comme ça que vous restez inspirés, mais aussi vous restez connectés les uns avec les autres. Donc nous, on est toujours restés connectés, comme disait Léo. On a travaillé ensemble à l'époque où j'étais chez Fox et je bossais avec Léo pour faire des affiches de films qu'on développait. Et on avait notamment travaillé sur un film de Tim Burton ensemble avec Léo. Mais tous les deux, dans vos parcours, vous parlez en fait de votre réseau et de l'importance du réseau parce que à chaque fois que ben, vous êtes passé d'un job à l'autre, que ce soit avec Eric ou que ce soit avec les mentors que vous avez eus à des moments différents, même si ce sont les mêmes mentors, vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre réseau qui vous a permis de vous emmener vers le job d'après, l'opportunité d'après. Pour vous, à quel point c'est important le réseau et qu'est-ce que vous conseilleriez aux étudiants en termes de, bah, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, c'est quelque chose, voilà, j'aimerais bien entendre votre point de vue là-dessus parce que moi, j'en ai déjà parlé aux étudiants, mais avoir vous dans le monde de la créa et votre vision, c'est aussi hyper intéressant. Donc, je sais pas si Bast, tu veux commencer, Léo, tu veux. Ouais, bah, le truc, en fait, ça dépend de. Je pense que le réseau pour les créatifs, c'est peut-être un peu plus différent que si tu es commercial, par exemple. Ça dépend de l'industrie. En tant que créatif, je pense pas que le réseau soit forcément un truc qui est à voir avec, tu vois, genre connaître quelqu'un qui peut potentiellement t'embaucher ou te faire des, tu vois, genre ça, c'est pas forcément un truc d'intérêt. Après, c'est plus, je pense, un truc, c'est plus un truc d'échange entre créatifs. C'est hyper important de communiquer entre créatifs et je sais pas, de s'inspirer les uns les autres, de s'apprendre les uns les autres, tout ce genre de choses. Et, euh, donc, dans ce sens-là, le network, il est assez important, je dirais. Enfin, en fait, ouais, je sais pas, j'ai pas forcément dit c'est un truc d'affinité, quoi, forcément. Enfin, le sub de pub, le truc qui est hyper bien, c'est que tu vas te faire des vrais amis. Parce qu'il y a cette ambiance un peu familiale. Enfin, nous, à l'époque, je sais pas combien d'élèves il y a maintenant, mais on était, tu vois, genre assez tous potes. Et du coup, ça se retransmet ensuite une fois que tu es dans le monde du travail et que je pense pas qu'il dit vraiment ça quand tu es à la fac, par exemple. Quand tu es à la fac, tu es à l'école, il y a 2000 personnes, tu vas, tu te montres et tu rentres chez toi. Sur le plus, c'est une petite communauté. Donc, il y a une sorte d'esprit qui se développe là-dedans. Et cet esprit-là, il est hyper c'est le même que celui des agences. Et, voilà, une réponse non sens. Ah, non, mais c'est intéressant. Et toi, Léo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est fou à quel point c'est important. Surtout quand tu bouges pas mal. Faut, en fait, après, c'est mon conseil, ça veut pas dire qu'il faut être lèche-cul, mais en fait, mon plus gros conseil, c'est si tu bosses, si tu as une bonne attitude et que tu es content d'être là et que ça se voit, mais c'est incroyable à quel point les gens vont se rappeler de toi dans ta carrière et ça va se faire tout seul, en fait. Mais après, au niveau de l'école, oui, c'est sûr que moi, je revois mes potes de l'époque, d'il y a 13-14 ans. C'est fou de voir les connexions et tu vois, les positions de mes potes, que ce soit, bah, tu vois, Julien. Bon, Julien, c'est le numéro un, c'est dur à battre, hein. Mais tu vois, on a des potes chez Cartier, chez Netflix. Enfin, tout le monde a vraiment des super jobs. C'est vraiment impressionnant, quoi. Donc ça, c'est bien. Et puis après, ouais, niveau boulot. Tu vois, moi, j'ai bossé, je sais pas, 10 ans et je me suis mis à faire du freelance avec mon rédac. Ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Moi, j'ai un super rédac depuis 8 ans. Et pendant 2 ans en freelance, mais on a cartonné. Mais tu vois, les seuls gens pour lesquels on a bossé, enfin les seules boîtes ou les boss qu'on a eus, bah, c'est des gens qu'on connaissait, pour lesquels on avait bossé avant en fait. Il n'y a pas de secret, tu te fais en général, c'est parce que les gens se rappellent de toi, ils ont bossé avec toi, et ça avance vite. Euh, Pourquoi ils prendraient un risque à embaucher un team qu'ils ne connaissent pas, alors que voilà, eux, tu vois, c'est garanti. Donc c'est vraiment important voilà, c'est la bonne attitude, de bien bosser, et puis ça va tout seul après.
Ouais. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner aux étudiants, hein, concrètement, parce que la vraie question qu'on se pose, c'est comment on devient le prochain Léo ou le prochain Bastien dans mon job. Donc toi, tu l'as dit, Léo, voilà, c'est d'être content d'être là, de vraiment d'être passionné, en fait. C'est la passion qu'on a pour le boulot. Bas, qu'est-ce que tu en penses? Comment on devient le prochain Bastien Grisolet? Comment on fait pour un petit message là d'encouragement, là, de dire un peu ce qu'il faut là? C'est quoi l'attitude à C'est adopter? c'est exactement ce que dit Léo, hein. Je pense que quand tu es passionné à propos de quelque chose, et peu importe le métier, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément quand tu es créatif ou quoi, peu importe le métier que tu veux faire ou peu importe la profession dans laquelle tu veux évoluer, à partir du moment où tu es vraiment passionné, que tu veux en faire ta vie, tu le fais, et de manière super fluide en fait. C'est même pas, tu vois, genre une charrette, ça te fait pas forcément. Tu le vois pas comme putain, je suis en train de sacrifier un dîner avec je sais pas quoi, tu te dis je suis en train de faire un truc qui me fait vraiment plaisir, ça c'est cool. Et puis quand tu le fais comme ça, du coup, ouais, c'est d'effet boule de neige en fait, tu vois. C'est genre dès que tu mets les efforts, bah ça paye, puis plus ça paye, plus tu mets les efforts, et puis vois, tu te crées un momentum qui est assez agréable, quoi. Après, parfois c'est compliqué, parfois les résultats ils viennent pas, et parfois c'est juste ça se passe pas comme tu as envie en fait, quoi. Mais ça veut pas dire que tu es nul ou qu'il faut arrêter, ou tu vois, je connais plein de gens qui ont une carrière hyper longue à démarrer, alors qu'ils étaient passionnés, alors qu'ils mettaient les efforts, c'est juste que ça n'a pas démarré. Mais ils ont pas arrêté parce qu'ils voyaient pas les résultats, ils ont juste continué, et maintenant ça paye. Euh, et puis il y a des gens qui n'étaient pas passionnés et pour qui ça a très bien marché aussi, tu vois. Mais après, le tout, ouais, faut juste faire les choses qui nous passionnent et qui nous font plaisir et qui nous rendent heureux, quoi. Et puis voilà. Vraiment, voilà, c'est ça le message, c'est continuer d'être passionné. Et de toute façon, il n'y a pas rien sans rien, quoi. C'est beaucoup de travail parce que tous les deux, hein, quand on regarde votre carrière qui est impressionnante, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de nuits, beaucoup de week-ends sacrifiés, mais c'est pas des nuits et des week-ends sacrifiés. C'est vous avez travaillé pour ce qui vous fait kiffer, quoi, ce qui vous fait plaisir et ce qui vous inspire tous les jours. Donc c'est ça, quoi, de pas perdre ça de vue. Même si il y a des challenges et des obstacles sur la route, faut trouver un moyen de les contourner ou de sauter par-dessus et de continuer à avancer, quoi. Ouais, Winston Churchill, il a dit, quand il y a de la volonté, il y a un chemin. Et ma mère disait, quand on veut, on peut. Donc, tu vois, l'un dans l'autre, je pense qu'ils doivent avoir raison, quoi, tu vois. Ouais, écoute. Léo, tu allais dire un truc juste avant qu'on termine. ouais, non, je disais, c'est marrant, tu vois, ça fait ouais, 13-14 ans, j'ai toujours ce plaisir, genre quand tu sais que tu es sur une belle campagne, tu produis un truc vraiment qui est top. J'ai encore ce plaisir, moi, où je vais bosser tous les week-ends, hyper tard le soir, tu es en production, c'est ça la chance quand t'as pas l'impression de bosser, en fait. Et ça m'arrive toujours, c'est pas toujours le cas, mais tu as toujours des moments comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a de la chance de faire ces boulots-là. C'est, c'est cool, faut être patient, mais c'est vraiment, ouais, c'est un super boulot, on a énormément de chance. Du coup, Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a de la chance de faire ce qu'on fait, en fait, parce qu'on aime ce qu'on fait. Donc c'est le ouais, message. c'est facile de se plaindre parce qu'on bosse vraiment beaucoup, et il y a toujours tu vois, l'herbe est toujours un peu plus verte à côté, mais ouais, tu reprends du recul, c'est incroyable ce qu'on fait. Écoutez, déjà merci à tous les deux pour ce moment passé ensemble, comme d'habitude, comme toujours quand on est ensemble. Merci voilà, d'avoir pris du temps et d'avoir partagé vos expériences qui, je suis certain, vont inspirer les étudiants et les aider à voir un petit peu la lumière au bout du tunnel et se donner des idées pour leur carrière future. Donc merci, je vous embrasse. De toute façon, on se rappelle, comme d'hab.